Ah, ça y est, nous y sommes. Mais nous sommes... Bonjour. Bienvenue sur la conférence Militer ou concilier. Je suis Céline Puffardi-July, je suis directrice générale et partenaire de Look Sharp. On est une agence de relations presse et de relations publiques spécialisée dans les transitions. Donc, je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. L'agence a presque 10 ans, donc on a vu quelques transitions et quelques sujets bien évoluer. Aujourd'hui, pour parler, après la conf sur les influenceurs, on reste dans des styles de communication. Je voudrais qu'on discute ensemble avec 3 spécialistes de comment communiquer sur les nouveaux modèles, avec quel style, quel mode. Donc, j'ai invité aujourd'hui 3 personnalités passionnantes et très différentes pour parler de ce sujet. Je voudrais vous présenter Khadija El Goufi, qui est responsable marketing et communication de label Emmaüs, Bertrand Swiderski, qui est Chief Sustainability Officer chez Carrefour et au board du CA, du Collège des directeurs du développement durable. Et en toute transparence, c'est comme ça qu'on se connaît, via le C3D. Et Jérôme Madoc, qui est directeur général de la Business Unit Bio et Végétal chez Savencia et qui a lancé et qui dirige aujourd'hui une marque végétale qui s'appelle Vivre Vert. Et à nouveau, en toute transparence, c'est un client de l'agence. Et donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir tous les deux, parce que tous les 3, vous êtes en charge de vos plaidoyers et des plaidoyers de vos entités. Alors, Khadija, Bertrand, Jérôme, j'aimerais vous demander qu'on discute de la façon dont votre style de communication peut servir le fond, c'est-à-dire les transitions. Et comment vous le faites sans tomber dans les travers de greenwashing, d'emphase malvenue ou de dénigrement des autres aussi, parce que parfois on est sur des lignes de crête quand on est sur des nouveaux modèles comme les vôtres. Et la communication est votre outil à tous les 3. Je pense que vous excellez dans ces sujets. Et j'aimerais qu'on parle de comment vos sujets de transformation vous obligent à communiquer autrement et vous oblige aussi envers la société. Donc, pour démarrer, j'aimerais que tous les 3, dans l'ordre qui vous conviendra, vous présentiez rapidement votre parcours, pourquoi vous êtes là, spécifiquement à ce poste, et ce que vous portez au sein de vos organisations. Alors, on a 50 minutes ou 45, et on a 7 questions, donc on va essayer de... Maintenant, je ne parle plus, à part pour vous dire les questions. Jérôme, on te voit, donc tu peux y aller si tu veux. Ah bon, alors d'accord, très bien. Bon, ravi déjà d'être connecté aujourd'hui avec vous. Alors moi, j'ai un parcours 100% Savencia, parce que j'ai démarré en stage en 2005. Donc, dans la partie fromagère, hein, le groupe Savencia sont des produits laitiers, des fromages, du beurre et de la crème essentiellement. Donc, j'ai eu tout un parcours en marketing, en travaillant sur l'innovation, sur la communication. Et j'ai la chance de m'occuper depuis 3 ans du business bio végétal et particulièrement du végétal, qui est une révolution chez Savencia, quelque part, après 60 ans de produits laitiers. Et donc, j'ai la chance de travailler sur des nouveaux développements, parce que c'est des grosses ruptures technologiques, et une façon aussi de communiquer qui est bien particulière, donc des sujets passionnants sur lesquels on va pouvoir revenir. Très bien. Je continue. Très bien, vas-y. Oui, alors moi j'ai un parcours peut-être assez atypique puisque en fait je suis dans le marketing depuis très longtemps, mais auparavant j'étais en agence web notamment et on faisait beaucoup de communication sur l'immobilier et en fait j'avais des engagements par ailleurs auprès d'associations qui me tenaient à cœur. Donc il y a 3 ans j'ai sauté le pas et j'ai commencé à travailler avec un mouvement que j'aime beaucoup, qui est le mouvement Emmaüs. Et ce qui m'a permis de concilier à la fois mes compétences en marketing et mon appétence pour la communication, c'est qu'en fait, c'était l'Emmaüs 2.0, puisqu'en fait, c'est le site e-commerce d'Emmaüs. Donc, c'est finalement l'activité économique du mouvement, mais mise en ligne. Et donc, le principe, c'était de réussir finalement à prolonger en ligne la promesse du mouvement fondé par l'abbé Pierre en 1949, donc ça fait déjà plus de 70 ans, qu'on fait de la récupération et de la vente d'objets qui sont donnés par des particuliers. Et là, le principe, c'était de réussir à rendre ça visible sur le net
et aussi peut-être à donner à résister à la concurrence aussi des géants du web, à mettre en avant la promesse de l'économie sociale et solidaire en ligne. Donc voilà, c'est un peu mon rôle. Merci. Et bonjour à tous, je suis le troisième. Donc, moi, je suis Bertrand Zwilierski. Je suis ce qu'on peut dire le directeur développement durable ou RSE du groupe Carrefour. Ça fait 11 ans que j'ai ce poste. Et avant, je suis, moi, au début, issu de l'ingénierie de l'environnement, l'eau, l'air, les déchets, le bruit, l'énergie. Et j'ai fait du conseil dans le domaine de l'environnement pendant 11 ans pour une société que j'avais créée. Et j'ai rejoint le groupe Carrefour pour découvrir ce métier incroyable de la grande distribution et pour essayer de le changer de l'intérieur, pour essayer de le transformer, d'utiliser la communication pour le changer. C'est, je pense, que ce qu'on va évoquer aujourd'hui, et de mener des actions. Mon métier, c'est vraiment dans tous les pays du monde, dans tous les pays d'implantation du monde Carrefour, de se dire comment on fait pour mener une action par semaine dans tous nos pays du monde. Et c'est cette multiplication d'actions que je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Ok, alors il n'aura échappé à personne qu'on est en pleine crise, évidemment, Covid, sociale, écologique, qui va englober toutes ces crises et qui peut-être les ravive ponctuellement, et de nouvelles aspirations sociétales. Bertrand, tu évoquais tous les pays dans lesquels vous êtes présents, donc j'imagine que ce ne sont pas les mêmes aspirations partout, mais partout, on aspire aussi à de la justice sociale et à d'autres, en fonction des zones, des appétences pour de nouveaux sujets et des attentes quant aux marques. Comment est-ce que le contexte sociétal, finalement, vous oblige à non seulement pousser de nouvelles offres, des offres différentes, plus en phase avec les attentes, mais surtout, peut-être, comment communiquer autrement autour de ces nouvelles offres? Alors, je veux bien démarrer. Bien t'y coller, merci. C'est vrai que ça a été un accélérateur pour nous lorsqu'on fait du lait des produits laitiers depuis 60 ans, de prendre le virage du végétal. C'est vraiment parce qu'il y a une réelle attente consommateur. Et donc, on a cherché, nous, à développer une offre qui soit évidemment très savoureuse, très gourmande. On va dire que c'est la base dans l'alimentaire. Mais on a aussi cherché à être 100% naturel, à avoir une vraie consistance d'un point de vue nutritionnel et aussi à être très accessible en prix. Parce que la transition alimentaire, finalement, elle est valable, elle est rendue concrète que s'il y a une forte accessibilité. Donc, on a énormément investi sur cette partie. Donc, on a accéléré finalement au niveau de l'offre. Et au niveau de la communication, je donnerai un exemple qui n'est pas spécifique au végétal, qui est vraiment une démarche très globale et qui englobe le végétal chez Savencia. C'est qu'on a créé, il y a quelques années, Positive Food, qui est une nouvelle façon de communiquer. Parce que pour le consommateur, à travers toutes ces crises, il est complètement inondé d'informations avec différentes sources. C'est très compliqué de savoir ce qui est juste, ce qui est vrai et comment finalement, lorsqu'on parle de l'alimentation, on arrive à avoir quelque chose de bien équilibré. Donc, c'est le défi qu'on s'est lancé et on a été le premier groupe à indiquer la portion à consommer sur l'ensemble de nos fromages, sur l'ensemble de nos emballages. Alors, ça peut paraître simple et naturel de le faire, mais lorsque vous êtes dans l'industrie, lorsque vous développez des offres, le but, c'est de consommer de plus en plus et de faire consommer plus. Mais en fait, chez Savencia, on a dit un peu l'inverse. Vous avez attention consommateurs. Parfois, sur certains types de produits, si vous faites par exemple attention à votre santé, on sait qu'en est en bonne santé, on résiste mieux aux maladies. Eh bien, si vous consommez beaucoup trop de fromage, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on a indiqué, et c'est très différent en fonction des fromages. Donc, ça a été une première démarche. Et ensuite, on a fait des opérations en magasin et avec Carrefour d'ailleurs pour donner des idées de recettes, associer le fromage et les légumes. Et donc, quelque part, on dit, souvent chez Savencia, on ne communique pas beaucoup. Moi, je trouve qu'on est assez militant. Finalement, en fait, on milite pour le bonheur de bien manger et on le fait à travers Positive Food. Khadija? Oui, alors en plus, moi, c'est d'autant plus marquant que je suis arrivée au début de l'année 2020, voilà, avec le confinement et tout ce qui va avec, et que la crise a été particulièrement cinglante pour les structures en fait de l'économie sociale et solidaire, qu'on a beaucoup de communautés Emmaüs qui ont fermé. Donc, l'existence en ligne, finalement, c'était la seule qui était encore possible pour les boutiques du mouvement Emmaüs et celle de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a eu des attentes de la part de nos partenaires pour intégrer la marketplace rapidement et continuer à avoir une petite activité. En fait, c'est quelque chose de crucial et d'un point de vue moral et d'un point de vue chiffre d'affaires, en fait. Et on a eu des attentes de la part aussi des acheteurs qui étaient un peu à la fois perdus par rapport à leur pouvoir d'action
qui étaient enfermés chez eux et qui voulaient aussi faire preuve de solidarité. Donc, ça a créé un énorme mouvement de solidarité. Ça, c'était très important pour nous. Et ça a permis un petit peu de nous différencier parce qu'en fait, c'était un enjeu complexe parce que la concurrence à côté de ça est arrivée et elle, bien sûr, avait aucun problème à se mettre en avant sur le web, alors que le SS, elle perdait en vitesse. Donc, l'idée, c'était vraiment finalement de pouvoir à la fois résister aux géants du e-commerce qui étaient omniprésents durant la crise sanitaire, mais aussi de différencier notre message, de rendre visibles un peu les valeurs du mouvement, de continuer aux vendeurs de pouvoir vendre, de permettre aux acheteurs de trouver du sens et puis aussi de répondre à leurs craintes. Et l'idée, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des actions de plaidoyer en diversifiant nos leviers de communication. On a fait des campagnes d'influence. On a fait beaucoup appel à des influenceurs qui nous ont vraiment beaucoup soutenus. On a aussi ouvert un pôle dédié à la vidéo. Donc, plein de choses qui finalement ne sont pas toujours utilisées dans le SS et que Label Emmaüs a développé et notamment nos vidéos plaidoyer. Notre communication en fait, sur les 3 dernières années ont été cruciales en fait, pour le virage, on va dire, de la boutique en ligne et puis aussi de nos vendeurs. Donc voilà, l'idée, c'était d'arriver à pérenniser, faire évoluer les valeurs de solidarité et d'inclusion, mais via les supports numériques et de façon un peu dans l'urgence, quoi, et avec des petits moyens. Peut-être, je pense qu'il y a dans notre métier, il y a le temps long et il y a le temps court. Le temps long, et donc c'est ce que l'on partage avec les membres du C3D, tu l'évoquais, le collège des directeurs de développement durable. On se regroupe, ensemble, qu'on soit de grandes entreprises, petites entreprises, pour se forger une conviction. En fait, c'est d'abord se dire que l'entreprise, on doit l'emmener dans le temps long. C'est difficile d'emmener une entreprise dans le temps long, parce qu'on a un résultat à donner en fin d'année, etc., et quelquefois, on n'a pas les moyens. Donc nous, notre métier, c'est le temps long. On se dit que voilà, le combat climatique, c'est un combat. Et ce n'est pas un combat qui doit souffrir du temps court. Le combat du zéro plastique, c'est un combat. Le combat du zéro gaspillage alimentaire, c'est un combat. Et en fait, c'est la biodiversité, la diversité, la santé, etc. Ce sont des grands enjeux de société qui se traduisent par des enjeux aussi au sein de l'ONU, mais les entreprises, en tout cas tous les membres du collège, ils sont évidemment mobilisés sur le temps long. Alors, et après, je dirais qu'il y a des crises. Et franchement, moi, je fais ce job depuis 11 ans. C'est vrai que cette crise-là, elle est sans précédent. Le Covid, on ne l'a jamais vu, mais il y a eu plein d'autres crises sur les droits de l'homme, il y a eu une crise sur la nutrition, il y a eu une crise sur… Et il faut réussir à danser un tango, entre guillemets, avec le consommateur. Nous, on est en B2C, donc Jérôme le sait très bien. Il va falloir réussir à se dire, tiens, comment je vais faire pour combiner, pour garder ma conviction du temps long et pour agir dans le temps court. Et agir dans le temps court, ça veut dire qu'on va s'adapter. Par exemple, un exemple très concret, les clients, moi j'ai lancé en 2016 la vente pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la vente des produits à date courte. Vous savez, quand un fromage, par exemple, arrive 3 à 4 jours avant la date, et ben nous, on en fait une réduction de 30% et on les met dans des bacs qui sont dédiés, qu'on appelle des bacs anti-gaspi, etc. En 2015-2016, franchement, les clients, ils y allaient un petit peu en se disant, voilà, pas terrible, on ne sait pas, etc., etc. Maintenant, en pleine crise de la situation aujourd'hui, ce qu'on me disait en magasin hier, qu'il y a des gens se battent un peu pour avoir tel produit, etc. Moi, je vends des produits à DDM dépassés maintenant. C'est-à-dire qu'après la date, jusqu'à un mois après la date, je fais un 50%. J'avais lancé déjà des opérations, je parle du gaspillage alimentaire, des opérations en 2016 sur les produits moches. Je ne peux pas dire que ça a bien marché. J'ai relancé une marque qui s'appelle Nous Anti-Gaspi, avec les magasins Nous Anti-Gaspi. Ça marche. Les gens comprennent qu'un lardon qui soit découpé, bien mal découpé, un bonbon, c'est des bonbons crocodiles qui sont coupés en deux, on les vend à moins 30%, ils comprennent. C'est la même qualité, on n'a rien changé, et ça, ils comprennent. Donc, et peut-être que cette même action menée dans 2 ans, elle ne marchera pas. Et en fait, tout est une question de temps long et de temps court. Si je reviens sur l'exemple de Jérôme sur la protéine végétale, sur le fait de faire des yaourts, de ne pas utiliser une base de lait, imaginez, nous, on a un objectif climatique. Une entreprise comme la nôtre a un objectif climatique. Et dans cet objectif climatique, il faut se rendre compte que 16% des émissions de CO2 de nos produits que l'on vend sont liées à toute la gamme des produits laitiers. Et donc, en fait, on n'a pas le choix, avec Jérôme et avec l'ensemble de nos partenaires, de se dire qu'il faut une alternative aux produits laitiers. Et il faut emmener le consommateur vers d'autres alternatives.
qu'il y ait une crise ou pas, il faut le faire. Et bien sûr que cette crise, il faut peut-être utiliser d'autres codes, le code du prix, le code de la portion, etc. Mais il y aura un après-crise. Et en fait, il faut réussir à communiquer et pas être à côté. Et je pense qu'on va revenir sur les communications. Ça veut dire que vous devez garder le cap et adapter votre communication pour comprendre la crise actuelle. Et c'est exactement, c'est mon dernier exemple sur le vrac. Le vrac, pendant la crise Covid, il y a eu un désintérêt du vrac parce qu'il y a eu une peur sanitaire. Eh ben, il faut reprendre. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut peut-être moins en faire, moins en parler, etc. Une fois la crise sortie, on est allé à fond la caisse sur le sujet. On a relancé le sujet, et on l'a refait avec des marques nationales, et on recommunique sur le sujet, et les clients reviennent avec un autre intérêt, etc. Mais mon message, celui que je voulais donner, c'est que nous, au sein du collège des directeurs de développement durable, comme moi au sein de mon entreprise, c'est le temps long qui doit nous mouvoir. Et ce temps long doit se combiner avec de temps court et une réaction aux différentes crises. Merci. C'est vraiment passionnant. Là, je retiens le sujet des moyens, le sujet tu évoques ce temps long, tu soulignes que c'est ce qui doit nous guider, évidemment, mais tu parles aussi de s'adapter en fonction du contexte, de rebondir. Je trouvais que c'était très intéressant de rappeler que le Covid a cassé certains élans plutôt positifs comme la recherche de vrac, etc. Mais qu'il faut revenir et que c'est… Voilà, tout. Et tous les trois, finalement, vous testez des modèles de communication en même temps que vous testez des nouveaux produits pour des entreprises elles-mêmes en transition. Parce que, quelque part, Khadija, peut-être que ce que tu fais, c'est le futur du label, enfin d'Emmaüs. Peut-être que Bertrand, ce que tu fais, c'est le futur de la grande distribution. Et Jérôme, c'est le futur de l'alimentation. Comment est-ce que vous faites finalement vous-même avec vos nouveaux modèles qui aujourd'hui sont plus petits, plus modestes et plus fragiles quelque part, évoluer vos propres entreprises? Et comment est-ce que vous réussissez à rester dans vos entreprises sans dévoyer vos messages quelque part? Il y a cet équilibre entre l'entreprise qui a déjà une image et vous qui la chahutez un peu quelque part pour répondre à des attentes sociétales et peut-être les précéder. Énormément longue question, mais comment vous gérez ces contradictions potentielles? Et si on changeait d'ordre de réponse? Allez-y, Bertrand, ok, déjà. Bertrand, t'étais en… Alors, vas-y. Bien lancé. Non, mais d'abord, je pense qu'en termes de mode de communication, si tu veux entraîner l'interne, il faut assumer. Il ne faut pas essayer de se dire que, écoutez, vous inquiétez pas, chez Carrefour, vous inquiétez pas, les gars, l'objectif, c'est zéro plastique et on va y arriver dans 2 ans. Il suffit de rentrer dans un hypermarché, dans un magasin aujourd'hui, dans n'importe quel magasin et pas que de notre enseigne pour se rendre compte que ce n'est pas possible. Donc, il faut assumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis toujours en interne, c'est comme en externe, c'est qu'aujourd'hui, dans un magasin, là je parle pour mon métier, on vit le rêve de nos grands-parents. Ah, intéressant. On vit le rêve de nos grands-parents, franchement, et vous allez voir, hein, c'est le jeudi matin, hein, je vous encourage à aller dans un magasin un jeudi matin, un hypermarché, à 8h30 à l'ouverture, et vous allez voir la moyenne d'âge. Et les gens sont heureux, très honnêtement, parce qu'en fait, c'est leur rêve, mais c'est plus le nôtre. C'est plus le nôtre. Donc ça, il faut en avoir vraiment conscience. Donc mon premier point sur la communication, il faut assumer. On a à assumer un passé. On a construit en 60 ans quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On doit assumer ce passé. Et on doit se dire, maintenant, merci mes grands-parents, merci tout le monde. Vous avez été hyper efficace, vous avez développé des ingénieries dans tous les sens, vous arrivez à mettre n'importe quel produit dans n'importe quel pays du monde, etc. Enfin, bref, mais c'est plus ce qu'on veut. Donc maintenant, assumons et maintenant essayons de faire autre chose. Donc mon deuxième point aussi, c'est que pour entraîner l'interne, ça c'est le premier point. Hein. Deuxième point, pour entraîner l'interne, il faut accumuler des actions concrètes. Ça veut dire qu'on n'entraîne pas l'interne sur des grands enjeux, etc. On l'interne sur des actions concrètes. Il faut accumuler les actions. Et les actions qui ont des succès. Et des succès dans notre métier, là je parle que de métier de la distribution, sont les succès commerciaux. Et je vais vous en montrer un. Par exemple, on a ici, je vous montre une boîte. Je le savais que tu allais amener un truc. J'adore. Vous voyez ça? Ça, c'est une boîte qui nous permet de vendre des fruits et légumes un peu moches. Je vous explique. Une banane, quand vous la choisissez en magasin, vous en enlevez certainement une quelquefois parce qu'elle a un petit trait noir dessus, etc. Elle est zébrée, elle ne vous plaît pas. Donc, elle reste chez nous, dans le magasin. On l'appelle la banane célibataire. C'est énorme la quantité en fin de journée des bananes célibataires.
Et c'est pareil pour les autres fruits, pour les autres légumes, etc. Donc, nous, on les a mis dans des boîtes comme ça, d'accord, avec un prix unique, et on les vend le soir. Et ça se vend énormément. Donc, qu'est-ce qui marche là-dedans pour entraîner l'interne? C'est que ça se vend, donc on est dans notre métier, ça réduit le gaspillage alimentaire, donc ça réduit un coût, et en même temps, ça donne bonne conscience à celui qui l'achète. Ça, c'est un succès, et vous allez les accumuler. Donc, à ta question, c'est donc assumer qui on est, un héritage de nos grands-parents, vers où on veut aller, et en même temps accumuler des actions très concrètes, régulières, sur les grands enjeux qui sont de la transition alimentaire pour tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à… Parce que Ah la si, question était si. longue, hein, la question était longue, donc j'ai peut-être Ouais, répondu à ouais. la… Non, non, parfait, Bertrand. Merci. Khadija, tu veux y aller? Oui, c'est vrai qu'en fait, nous, enfin, bon, bien sûr, nous, on a, entre guillemets, aucune difficulté à assumer. On est souvent très, très fiers, je veux dire, quand on appartient au mouvement Emmaüs. Mais il y a un problème. C'est qu'on a la jeunesse, on va dire peut-être les 18-25 ans, qui sont des personnes qui sont très connectées, qui sont friandes de friperies, d'espaces de convivialité, de tiers-lieux, des briques où ils vont aller fouiller, chiner en fait des objets. Cela, c'est aussi des personnes qui sont très impliquées sur le plan environnemental et social, mais ils sont rarement au fait de l'histoire du mouvement Emmaüs. Hélas, bien peu connaissent l'abbé Pierre. Et ils sont également pas très au fait du fonctionnement des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, on n'avait pas le choix. Label Emmaüs, l'idée, c'était de toucher cette audience-là, qui est une audience vaste, qui est sensible et qui est l'avenir de demain par rapport à l'implication en fait, environnementale, etc. Et c'est pour ça que ça a été donc, par le biais de nos réseaux sociaux en fait, qu'on existe. Et même si on a des résistances aussi en interne, hein, parce qu'au sein du mouvement, c'est pas toujours évident de se dire bon ben voilà, on a une communauté Emmaüs, c'est en physique, et Label Emmaüs, c'est en ligne. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on justifie ça? Est-ce qu'on ne trahit pas de temps en temps des idéaux de rencontres? Donc vraiment, nous, c'est ce qu'on vous souhaite montrer, c'est qu'en fait, Label Emmaüs amène les gens dans les structures physiques. C'est-à-dire que les gens qui vont sur Label Emmaüs n'étaient jamais allés en structure physique. Grâce au site, ils vont après rencontrer les personnes, donc les compagnons, les compagnes dans les structures Emmaüs, ceux qui travaillent dans les recycleries. Donc, l'idée, c'est que en fait, nous, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos qu'on diffuse sur YouTube et grâce à notre volet plaidoyer, parce qu'on a quand même fait plusieurs tribunes l'année dernière, on amène les gens, on les pousse en fait à se dire ok, bon, moi je vais acheter une fripe pas chère, mais ça ne sera pas juste de la seconde main, ça sera de la seconde main solidaire, de la seconde main qui participe à l'insertion professionnelle. Pour ça, on est obligé de passer par les réseaux sociaux, etc. Donc finalement, l'idée, c'était vraiment de débuter par des tutos ludiques sur YouTube, de montrer aussi que les petites expériences de tout ce qu'on fait au niveau du surcyclage d'éco, qui peut paraître très tendance, très nouveau site internet, etc. Finalement, c'est juste une manière en fait de montrer les coulisses de nos vendeurs, d'amener les gens dans les friperies et dans les communautés Emmaüs, de permettre aux compagnons, aux compagnes de s'exprimer sur les réseaux sociaux et en fait aux gens finalement de les ramener dans les boutiques Emmaüs en physique. Hein. Nous, on est une invitation à la rencontre physique et à découvrir en fait ce qui se cache derrière le SS. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, c'était un peu l'idée. Et grâce à ça, je le confirme, on a réussi à baisser un petit peu, à atteindre des gens qu'on n'arrive pas à atteindre. Oui, et c'est une bonne remarque avant de passer la parole à Jérôme, Khadija, de dire que peut-être aussi, de rappeler que nouveau modèle égale nouvelle cible, et peut-être parce que nouvelle cible, alors peut-être pas cible dans vos cas, mais personne à toucher, ou retoucher, ou des personnes qu'on avait peut-être perdues. Avant de te passer la parole, Jérôme, je voulais juste dire si vous avez si vous voulez commencer à poser des questions sur Twitch, comme ça on les abordera dans la petite dizaine de dernières minutes. Voilà. Donc Jérôme, comment toi tu concilies la mutation du groupe avec ces nouvelles offres qui forcément font bouger le groupe de l'intérieur? C'est toujours difficile de parler des coulisses, mais c'est vrai que c'est assez dur. Hein. C'est très dur parce que nos collaborateurs et tous ceux qui travaillent dans notre groupe sont avant tout des consommateurs.
Et moi, je travaille sur le fromage végétal. Et quand vous incitez, quand vous suggérez que c'est bien de varier au niveau des fromages et de temps en temps d'acheter du végétal, quelque part, vous ne vous attaquez pas que à une forme de régime alimentaire, une façon de consommer au quotidien. En fait, vous vous attaquez presque à quelque chose de patrimonial, hein, l'alimentaire français. Le fromage fait partie de notre patrimoine alimentaire. En fait, vous attaquez à le restaurant. En fait, vous attaquez à un truc gigantesque qu'on ne comprend pas bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette offre végétale? Donc, c'est un défi, c'est très compliqué. Et je rejoins beaucoup Bertrand par rapport à l'interne. C'est-à-dire qu'il faut faire énormément en interne pour arriver à expliquer les choses très simplement, à montrer du long terme. Et puis à expliquer, nous on est vraiment dans une logique de complémentarité, on est dans une logique de diversité, d'équilibre alimentaire, j'en ai parlé. Et donc c'est lorsqu'on comprend les enjeux, les masses et le chemin que l'on va prendre, qu'on arrive à capter l'adhésion. Mais c'est très long, c'est particulièrement difficile en France, donc c'est un peu plus long chez les consommateurs français que dans d'autres pays, et certains sont très proches, hein, comme l'Allemagne, où il y a des conversions beaucoup plus rapides. Et donc, c'est plus long aussi en interne dans un groupe familial français comme Savencia. Et donc, on explique la complémentarité, on explique les montants qu'on a investis, les travaux qu'on fait en R&D, et on explique aussi tout ce qui est fait au niveau du fromage animal. Je donnerai juste un chiffre pour terminer. On a regardé l'évolution du marché du fromage en Europe pendant la période Covid. Alors, je ne sais pas si tout le monde se représente bien le marché du fromage, mais de toute façon, quasiment tout le monde en consomme. Les masses sont colossales. Et donc, l'évolution en volume sur 2-3 ans, c'est plus 500 000 tonnes sur le fromage à base de lait. Sur la même période, le fromage végétal a gagné, était tout petit et a fait une croissance exponentielle pour atteindre à peu près 10 000 tonnes. 10 000 tonnes au total. Le marché du fromage fait plusieurs millions de tonnes. Il a gagné 500 000 tonnes. Donc, on oppose parfois, c'est un peu le problème et c'est le risque que l'on a dans nos sociétés, c'est un risque global de toujours opposer le côté blanc ou noir. On est sur de la complémentarité, on est sur un temps long, pour reprendre les mots très justes de Bertrand, et c'est grâce à cette pédagogie qu'on arrivera à faire ce progrès et à amener ces évolutions en termes de transition alimentaire. Oui, et merci de rappeler que les sujets ne sont pas tout blancs ou tout noirs et qu'il n'y a pas un remplacement par rapport à quelque chose d'autre. Ce sont des modèles qui cohabitent et qu'il ne faut pas perdre de vue le temps long, comme vous le disiez. Je vais réunir deux questions. Alors, ça va être encore plus dur. Non, je voudrais que vous nous parliez de l'importance d'articuler parce que la communication, c'est vaste, mais il y a plein de formes de communication. Il y a les réseaux sociaux, la pub, les relations presse, les partenariats, etc. Je voudrais que vous nous disiez chacun, en fonction des moyens, parce qu'on comprend bien que ça, c'est un vrai sujet également pour une offre naissante et ou pour l'ESS, comme le rappelait Khadija, comment vous articulez ça et quels sont les renoncements? Est-ce que parce que vous portez un certain message, vous renoncez à certaines formes de partenariat? Je pense par exemple à l'influence sponsorisée ou des choses comme ça. Enfin, on passait après une conférence sur l'influence et ces influenceurs qui réclament beaucoup d'argent. Est-ce que finalement, c'est des choses que, de toute façon, quand on communique à un nouveau modèle, on ne va pas sur ces choses-là? Est-ce que vous pouvez nous dire si justement tout ça fait partie de vos questionnements et comment vous l'arbitrez? Que je démarre? Allez. Non, je voudrais donner un exemple du zéro plastique. Le zéro plastique, donc c'est une conviction, hein, que nos clients nous ont demandé. C'est que le client nous ont dit dès 2016-2017, et ça dans tous les pays d'Europe, mais aussi Amérique du Sud, qu'ils ne voulaient plus rentrer de leurs courses et jeter immédiatement du plastique. Ça s'appelle le plastique à usage unique. On va l'utiliser comme ça, d'accord? Mais c'est vraiment ce plastique que vous enlevez, etc., dès que vous rentrez. Et quand vous faites ça, vous dites, bon, alors comment je vais faire? Ok, très bien. Donc, il faut réussir à entraîner pas que soi, il faut réussir à entraîner aussi la société complète, il faut réussir à entraîner les fournisseurs et en interne, etc. Donc, la première chose qu'on a faite en 2017-2018, c'est qu'on a décidé d'arrêter de vendre des pailles en plastique. Avant la réglementation, hein. Oui, la réglementation, c'est 2020.
Voilà, donc ça, c'est Hein. important de dire que Donc, aussi vous êtes ça n'existe pas encore. La réglementation n'existe pas, etc. même pas ces discussions. OK. Donc, on n'a pas cette discussion. Donc, on décide d'arrêter les pailles en plastique. Alors, est-ce que ça répond à ta question de renoncement? Oui, tu renonces à un chiffre d'affaires des pailles en plastique. Après, tu vendras peut-être des pailles en carton, et ça se vend beaucoup moins bien, hein, je vous garantis. D'ailleurs, tous ceux qui prennent des cocktails le savent, hein, que c'est beaucoup moins bien la paille en carton. Et ça a de la résonance, parce qu'en fait, tu choisis un sujet qui est au cœur de la société. Tu choisis un sujet quand même qui t'a toujours touché à un moment ou à un autre, et tu te dis, bah non, on arrête. McDo arrête, Burger King arrête, tous les grands faiseurs de paille en plastique arrêtent. Après, on voit les hôteliers, enfin, on voit que la tendance, et ça, quand tu sens que ta communication, en fait, a réussi à faire que ça a créé quelque chose, ok, tu te dis, bon, allez, on peut aller plus loin. Et là, tu vas communiquer sur, tu veux déplastifier le fruit et légumes, parce que le client t'a dit, le plastique que je déteste le plus, c'est celui des fruits et légumes. Donc toi, tu te dis, bon, comment je vais faire? Et donc là, tu communiques à fond la caisse, et je pense que tu te souviens à cette époque-là, Céline, c'est que je me baladais partout avec des bananes et un concombre. Et dans les bananes, j'avais des bananes dans un sachet plastique, j'en ai plus, je ne peux pas vous le montrer, et un concombre emballé dans du plastique. Partout. Je me souviens, dans tous les pays, etc., à Bruxelles, et à partir d'un moment, les réseaux sociaux, et puis Carrefour le relance, etc., et à partir d'un moment, le sujet rentre dans la société. Et le sujet rentre tellement dans la société qu'on initie un pacte, qui est une loi en 2020, et qu'après, en fin de compte, il y a une déplastification qui se met en route. Donc, tout ça pour répondre à ta question, est-ce que la com, si la communication, elle est particulièrement et hyper importante dans notre métier? Ça veut dire que quand tu communiques, tu as toujours un objectif derrière. Et quand tu communiques, ça doit toujours être sur quelque chose de concret. Hein, si vous me voyez toujours, et Céline, c'est ce qui te fait rire, c'est que j'ai toujours quelque chose dans la main ou un produit, parce que nous, on est dans nos magasins. Et donc, en fait, il faut toujours un moyen de preuve très concret. C'est pour ça que j'ai toujours un produit dans la main ou quelque chose. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il faut que ce soit un outil du quotidien qui parle à tout le monde. Et il faut être au bon moment. Tu n'arrêtes pas les pailles en 2000. Tu arrêtes les pailles quand tu sens que la société peut tourner. Tu arrêtes le plastique. Quand j'ai lancé la banane en 2015, la banane bioéquitable, par exemple, je l'avais mis dans un sac plastique. Et en 2017, on l'a arrêté. Donc, en fait, il faut réussir à utiliser la communication comme un vrai levier puissant, et notamment sur les réseaux sociaux, pour réussir à atteindre ton objectif. Alors après, est-ce qu'il faut payer de l'influence ou pas? J'en sais rien. Moi, j'aurais envie de te dire, si tu es convaincu qu'il faut arrêter le plastique à usage unique, et que c'est un bon combat, c'est un bon combat de société, il faut le faire. Regardez, quand on a lancé C'est qui le patron, la marque C'est qui le patron de lait, le lait qui rémunère au juste prix le producteur. Franchement, on s'est freiné sur rien du tout en termes de communication. Mais le combat sociétal était un bon combat. Et en fait, il n'y a pas eu besoin de payer quoi que ce soit. J'ai jamais payé une seule pub sur C'est qui le patron. J'ai juste réussi à faire que la bouteille de lait s'est trouvée dans tous les magasins au même moment, le même jour. Et en fait, ça s'est propagé par la voie de la société. Et ça, c'est la meilleure des coms qu'il puisse avoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une adhésion de la société au projet. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le projet fonctionne. Et je pense que ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle publicité. C'est qui le patron et les pailles plastiques sont deux très bons exemples, hein, de ce que l'on peut faire, de la puissance de la communication pour changer la société. Tout à fait. Alors, réponse un chouille plus courte pour… Ah non, on a jusqu'à 13h15. Non, c'est génial, tout va bien. Ne vous bridez pas parce qu'après, j'ai plus qu'une seule question et on prendra les questions du public en délire. Donc, Jérôme et Khadija, merci. Comment est-ce que vous… Et y aller, Jérôme, vous voulez? Très bien, merci. Oui, alors sur la communication, c'est de nouveau ne pas opposer. Je pense que c'est le grand risque que l'on a dans la transition alimentaire, notamment avec toutes les offres végétales, c'est de chercher à les mettre en opposition totale avec l'animal. Donc ça, je l'ai dit, il y a ce point de la complémentarité. C'est aussi une question de moyens. Il faut être très clair dans nos modèles économiques. Le végétal, tout à l'heure, j'ai donné un peu les proportions sur la partie fromagère. On ne peut pas avoir des communications en push très fortes, en télé, partout. Ce sont des millions et des millions. Et c'est délicat. Il faut quand même être en proportion de l'intérêt consommateur qui est croissant. Mais c'est vrai que dans un monde idéal, si on pouvait faire beaucoup de campagnes télé, on le ferait. Mais ça sous-entend aussi d'avoir la bonne diffusion en magasin. Et là, on a des gros écarts entre les pays. Après, les réseaux sociaux, on trouve que c'est très idéal parce que ça permet déjà d'interagir avec beaucoup de consommateurs, avec beaucoup d'influenceurs. Moi, je suis content de voir aussi qu'il y a des influenceurs qui n'attendent pas de recevoir de la rémunération. C'est normal qu'ils en attendent parce que pour beaucoup, c'est leur métier. Mais certains, juste par conviction,
ont envie de faire découvrir la marque Vivre Vert. Ça nous est arrivé sur énormément de produits et on se remet en avant et on s'entraide. Et donc, il y a des effets boule de neige extrêmement appréciables grâce aux réseaux sociaux. Et après, c'est la façon dont on communique sur cette transition alimentaire. C'est le point de ne pas culpabiliser parce qu'il n'y a rien de tel, c'est absolument contre-productif. Donc, nous, on est dans le food. Donc, l'attaque, c'est le plaisir. C'est si vous voulez que les consommateurs ils aient plus de variété, ils aillent vers un meilleur équilibre alimentaire, il faut casser en fait un insight qui est très, très fort, et notamment en France, qui est dire que le végétal, c'est forcément pas bon. C'est comme ça, c'est inscrit dans la tête des gens. Alors, certains ont eu des premières expériences avec des produits qui ont été décevantes. Donc, à ces consommateurs, on leur dit l'offre change, l'offre évolue, et pas que chez nous, chez les concurrents, il y a d'énormes progrès qui sont faits. Et ensuite, il faut assumer, par rapport à la question du renoncement, il faut assumer de dire qu'on a quelque chose d'extrêmement qualitatif en végétal et que parfois, oui, ça crée l'alternative et ça peut prendre la place. Je donnerai juste d'exemple. On a fait une publicité télé pour la marque Bresso, qui est l'équivalent de Tartare en Allemagne. C'est toujours la question de comment on va présenter les choses et comment on va trouver le juste équilibre. Eh bien, on a fait une publicité très simple. C'est 3 générations, le grand-père, les parents et l'enfant. Et le grand-père lui dit qu'il n'aime pas le végétal, qu'il mangera toujours son Bresso et que c'est vraiment très bon. Et d'ailleurs, il en reprend. Et alors donc, les enfants, petits-enfants lui redonnent pour qu'ils puissent se resservir. Ils disent, bah, tu vois, grand-père, elle est quand même pas mal la version végétale. Donc, le grand-père n'a pas fait la différence. Que dans notre exigence produit, on sait qu'on a atteint un niveau organoleptique très élevé. On l'assume, on le dit en communication. Et après, le consommateur a le choix à son rythme, en fonction de ce qu'il veut faire. De nouveau, on ne cherche pas à séduire, on essaie juste de convaincre qu'il y a des offres alternatives qui sont aujourd'hui très compétitives en termes d'organos, qui sont nutritionnellement très correctes, qui sont naturelles et en plus accessibles en prix. Merci. Et pour finir, oui, je dirais que nous, on a plusieurs types de renoncements, effectivement, sur le fond comme sur la forme. On a un comité d'éthique, en fait, label Emmaüs, donc c'est les structures du mouvement Emmaüs, mais pas que. C'est aussi des structures de l'économie sociale et solidaire, par exemple des ressourceries, qui font également de l'insertion professionnelle, en tout cas que nous, on inclut à partir du moment où elles partagent les mêmes valeurs, des exigences sur plusieurs niveaux. Et les premiers renoncements ont commencé avec des structures qui voulaient vraiment intégrer la label Emmaüs, qui auraient pu étoffer notre catalogue de temps, notre visibilité sur Google de temps, mais en fait, on a dit non. Parce que, je ne sais pas, moi, enrichissement d'actionnaires, etc., plein de choses qui, en fait, ne cadrent pas avec nous, ce qu'on fait. Ça, c'est les premiers gros renoncements. Ça veut dire aussi qu'en renonçant à ça, on renonce à une grosse visibilité sur Internet, un catalogue énorme qui permet de faire venir les gens, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas. Et les seconds renoncements, c'est au niveau marketing, par exemple. Non, on ne va pas faire de tracking trop fort au niveau des utilisateurs sur Internet parce que ça ne cadre pas non plus avec ce qu'on met en avant. Non, on ne va pas faire de publicité avec un impact marketing trop fort parce que ça finit par se transformer en greenwashing alors que c'est ce qu'on dénonce. Donc, c'est non. Donc, on a beaucoup de renoncements en fait. Et à chaque fois qu'on fait une campagne, il y a plein de questions qu'on se pose parce que effectivement, nous, on a à cœur de mettre en avant tout ce qu'on fait. Et c'est difficile parce que quand on a peu de moyens, forcément, on a aussi des renoncements qui sont dus à une limite au niveau des moyens économiques. Mais on trouve des stratégies en fait pour pouvoir faire en sorte qu'on reste cohérent au niveau du message et qu'on reste cohérent avec nos indicateurs parce que nos indicateurs ne sont pas que au niveau financier, c'est ça qui est bien, c'est que ce qui compte, c'est aussi le nombre de personnes qu'on réussit à former. Enfin voilà, des indicateurs qui sont autres en fait, qui sont des indicateurs plus sur l'humain, sur le social, sur l'insertion professionnelle, qui nous permettent en fait de rester d'accepter finalement assez facilement ces renoncements comme une simple cohérence en fait avec notre message. Je pense par exemple aux dernières vidéos plaidoyer qu'on a faites avec les engagements que met en avant Maud Sarda, qui est notre première influenceuse, la cofondatrice de Label Emmaüs, à savoir plusieurs engagements. Non, on ne fera pas ça à Label Emmaüs dans 5 ans. Non, on ne fera pas de livraison express. Non, on ne fera pas de scroll infini, etc. Autant de limites et de renoncements qu'on a déjà acceptés et qui font partie en fait intégrante aussi de ce que nous, on s'exige en tant qu'appartenant au mouvement Emmaüs. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu soulignes, Maud. Je pense que parmi
enfin vous trois, de vous trois, le label Emmaüs c'est peut-être celui qui s'oppose, parce que vous êtes tous les trois dans une forme de militantisme pour présenter vos offres, etc. Mais le label Emmaüs, avec le non, nous on fera pas ça, ça veut dire d'autres le font et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que ça c'est un style en particulier, sans aucune agressivité du reste, mais la façon dont Maud interpelle aussi lorsqu'elle fait le plaidoyer, je trouve que c'est intéressant et vous avez tous des façons différentes de défendre vos plaidoyers. La dernière question que j'aimerais vous poser à tous, et j'aimerais, puisqu'on a des futurs professionnels de la communication en ligne et que vous êtes tous des professionnels et qu'on a la chance de vous avoir, j'aimerais que vous puissiez terminer chacun avec des recommandations très concrètes en termes de communication engagée. Je suis désolée, il y a une ambulance qui passe à côté de moi. S'il y a des points de vigilance et des écueils, s'il faut pas, comment ne pas aller trop loin? Est-ce qu'on peut aller trop loin? Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, de toute façon, on ira plus loin que ce que vous êtes en train de faire? Donc, finalement, il ne faut pas s'empêcher d'aller trop loin. Est-ce que vous pourriez donner des tips, des conseils pour un communicant qui ferait évoluer sa propre marque dans le futur ou une jeune marque native engagée qui démarrerait? Donc peut-être qu'en fonction de vos positions, vous allez tout de suite vous situer grande marque ou marque qui démarre, mais voilà, concrètement, un conseil ou deux à partager. Je peux démarrer, mais je n'ai pas beaucoup de conseils particuliers. Moi, peut-être ce que je peux dire, c'est que il faut assumer qui on est, son impact, etc. Enfin, je veux dire, c'est obligatoire. 2, il faut être humble parce que la tâche qui est devant nous, elle est complètement colossale. 3, il faut être uniquement sur des actions concrètes. Il faut arrêter tous ceux qui parlent, qui communiquent sur ce qu'on va faire demain, etc. Enfin, il faut arrêter. Voilà, comme Savencia, c'est clair, le produit est là, etc. Et puis, je dirais que après, il faut rester. Il faut être là au bon moment, en fait. Quelquefois, vous pouvez dépenser peut-être de la communication et que le client, il n'est pas allé, donc la communication, enfin, que le momentum n'est pas le bon. En fait, quelquefois, il faut attendre un petit peu que soit le bon momentum pour communiquer. Et quelquefois, moi, je vois des erreurs un peu de. On communique à quelqu'un c'est comme si vous communiquez à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, en fait. Il faut quand même que la personne qui reçoive votre message, elle soit quand même prête à le recevoir, prête à l'entendre et elle ait le niveau suffisant de compréhension du sujet. Il faut que ce soit quand même un sujet de société. Je ne sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'essaie d'appliquer à ce que nous on fait. Ça veut dire aussi savoir sentir l'air du temps. Il faut sentir l'air du temps, il faut sentir les tendances. Il faut sentir les tendances de consommation, il faut sentir si ça va être un bon sujet, un sujet qui va être compris. Oui, il faut vraiment essayer de sentir l'actualité, de se dire, voilà, s'il y a un moment d'actualité très important sur le gaspillage alimentaire pour une raison X ou Y, par exemple, vous voyez sur l'énergie, là, il y a une grosse crise énergétique, il y a eu un momentum au mois de juillet très important sur l'énergie, et là, il fallait être là pour entraîner l'ensemble du secteur. Et puis après, peut-être mon dernier conseil, c'est peut-être la compétition positive. Ça veut dire que c'est quand même très utile, la compétition positive. Ça veut dire que vous excitez un peu vos concurrents, mais au lieu de les exciter pour que tous, on aille vers le bas, vous essayez de les exciter pour qu'en fait, on aille tous vers le haut, vers moins de plastique, plus de local, plus de bio, voilà, et d'essayer de se dire que cette compétition, elle est quand même pas mal, en fait. Et la com, elle est utile. Vous communiquez sur quelque chose, mon panier, par exemple, 0 gaspille tout à l'heure, et ben ce panier-là, celui que je vous ai montré, il est maintenant chez tous les distributeurs. On ne s'est pas mis d'accord. Mais une fois, j'ai communiqué, ça a marché. Et puis après, tous les distributeurs sont venus dessus. La compétition positive, ça marche bien quand même dans le métier du privé, secteur privé. Et je pense qu'il faut l'agiter beaucoup plus. Très bien. On retiendra ça. Merci. Khadija, Jérôme? Moi, ce que je dirais, c'est 2 exemples, en fait, la crise du Covid et l'inflation, enfin, plein de choses qui nous touchent de plein fouet, donc qui parfois sont aussi houleuses au niveau de la com. Toujours se raccrocher à la vision, franchement, de la structure, du mouvement. Et toujours revenir sur la charte éditoriale. Moi, j'insiste là-dessus, quitte à la revoir parce qu'elle a évolué. Je prends l'exemple chez nous. Mais ça permet d'éviter les coups d'alerte où on va, ou alors les débordements aussi, parce qu'en fait, on peut être tellement tenté de suivre le mouvement. Donc, je pense que ça, c'est important. Et toujours revenir à une communication aussi qui est plus inclusive, parce qu'on a quand même tendance à la détacher un petit peu en général dans la structure où on est.
et que, enfin, moi en tout cas, j'accorde beaucoup d'importance aussi à ce que dans la structure, il n'y ait pas que le pôle communication qui fait de la com. Donc, on inclut les autres, on fait des brainstorming tous ensemble, etc. Ça permet, franchement, ça permet d'éviter beaucoup de couacs et beaucoup de hors-sol, etc. Donc, je trouve que c'est super important. Et la dernière idée que je donnerais, c'est toujours revenir aux bases. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Dans un an, c'est la commémoration de l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Voilà, l'appel de l'abbé Pierre cet hiver-là qui a été assez terrible. Et franchement, on a un contexte qui revient un petit peu à cette période-là. Donc, je trouve que voilà, toujours revenir aux bases, comme disait le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, reviens où tu es. Et vraiment, ça, pour la communication, ça marche. Très bien, merci. Ravi de passer en troisième position sur cette question. Je crois que tout a été dit et j'adhère très fortement à ce qui a été exposé là. C'est une discipline qui est passionnante, mais moi je trouve après ces 17 années chez Savencia, je trouve que ça reste un des points les plus délicats, la communication, en interne comme en externe. Donc moi, je dirais que l'enjeu, c'est quand même à la fin la crédibilité et la légitimité par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on est. Donc c'est ce qui vient d'être dit. Il faut toujours qu'on reste raccord par rapport à ça, ne pas surpromettre, ne pas oublier que la communication, elle est liée à notre offre et on peut avoir une offre excellente. Si on a une communication qui est catastrophique sur le long terme, notre offre, évidemment, elle baisse. Donc tout ça sont des évidences et des points que vous avez forcément vus. Mais c'est important par rapport à toutes les opportunités que vous allez avoir sur des événements, sur des thématiques, de se dire que comme tout le monde tend, et on peut sentir les vibrations, les trends sur les réseaux, de dire il faut aller vers tel type de communication, à vouloir toucher tout le monde, à vouloir être dans le discours généraliste, bien évidemment, vous serez complètement noyé dans la masse. Donc, revenez toujours sur la singularité de votre produit, la singularité de votre service, la singularité de ce que vous êtes, de vos équipes, de vos collaborateurs. Et c'est parce que cette singularité, elle sera perçue, que cette identité, elle sera reconnue, qu'à la fin, vous serez performant sur la durée. Merci. Je pense que c'est un très bon rappel, cette singularité de ne pas vouloir se fondre non plus dans toutes les... Il y a un air du temps, mais ça ne veut pas dire faire comme tout le monde. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a quelques questions? J'avoue que je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas. Enfin, si je vois, mais je n'en vois pas. Si on n'a pas de questions directes, on va peut-être terminer sur ah, alors, je ne suis pas sûre. Là-dessus, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on on avait 3 styles de communication différentes. Néanmoins, à chaque fois, l'importance de savoir communiquer des nouveaux modèles auprès de populations, d'individus et en attente très forte, mais néanmoins, on n'a pas tellement parlé de parfois l'incohérence entre le déclaratif et le comportemental, et ça, je pense que tous les 3, vous le constatez également. Mais j'ai bien aimé ce qui revient en conseil sur l'humilité, le fait de devoir assumer, le fait de sentir l'air du temps. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça dessine aussi le portrait du communicant. Et Jérôme, tu l'as rappelé, l'importance de la com interne. Ça, je pense que c'est très important, parce que si on n'a pas embarqué ses équipes, moi, je pense que Maud a fait beaucoup pour la com interne, parce que quand on est aussi engageante en externe, ça galvanise en interne, et Khadija, tu le confirmeras sans doute. Et de la même façon, Bertrand, en étant un ambassadeur visible, parce que tu t'es mis en scène. Rappelons que Bertrand est une star des réseaux sociaux à présent, avec des mini-vidéos Carrefour assez pimpante, je dois dire, et je devais placer le mot pimpante aujourd'hui pendant la conf, donc ça y est, c'est fait. Voilà, donc moi, j'ai plus qu'à vous remercier, on est à l'heure en plus, parce qu'aujourd'hui, on a appris que les bananes célibataires finissaient par trouver un partenaire dans une boîte. C'est ce que je voulais ajouter d'ailleurs, que j'aimerais ajouter, c'est bien quand il y a de l'humour
dans la communication, quoi qu'il en soit, ajouter à l'humilité et au fait de ne pas trop se prendre au sérieux. On arrive mieux à provoquer et à réveiller qu'à faire de l'humour, mais c'est quelque chose que j'aimerais ajouter à la com, en tout cas. Je le précise parce que je trouve que c'est hyper important. Mais Non, les bananes célibataires, c'est pas de l'humour, hein. Non, je rigole. non, non, puis qu'on peut se moquer un peu, effectivement, tout comme dans une pub, faire remarquer à un papy que le truc, en fait, c'est pas le truc qu'il pensait manger. Ouais. Alors, puisqu'on a terminé, si vous voulez faire passer une page pub, par exemple, Jérôme, si tu veux inviter à aller regarder ce que c'est que le mouvement Vivre Vert ou Khadija, une campagne actuelle ou Bertrand, d'aller voir si dans les rayons, il y a un nouveau légume sans plastique. Vous avez 2 minutes pour une page pub fort à propos, parce que je trouve que vous avez été incroyablement modeste. Donc, l'humilité étant une des valeurs du communicant de demain, c'est bien, mais quand même. C'est facile, hein. Allez sur label-emmaüs.co pour les achats pour Noël. Voilà. Je pense que en plus, c'est plein de petits prix, c'est maintenant. La seconde main, c'est pas au dernier moment en décembre, c'est plus sympa d'aller chiner des trucs originaux et pas chers. Et là. Et hashtag on s'en fout du Black Friday, pas vrai? Hashtag Green Friday et hashtag seconde main sous le sapin. Très bien. Jérôme et Bertrand, le mot de la fin? Alors, moi, je voudrais juste dire sur la com interne, l'équipe interne, on peut faire beaucoup de choses aussi. Vous allez travailler dans des organisations très diverses et variées. En tout cas, chez Vivre Vert, dans ce mouvement, c'est quelque chose qu'on a fait en plus. Ce n'était pas demandé, ce n'était pas dans notre mission. Notre mission, c'est de développer des alternatives au fromage pour les différents marchés dans lesquels Savencia est présent. On trouvait que ce n'était pas suffisant. On a créé le mouvement Vivre Vert. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, il a fallu faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Et la page Instagram de Vivre Vert, eh bien, c'est la chef de produit, un métier bien connu dans le marketing, qui, au-delà de toutes ses missions classiques, fait la page. Et habituellement, les pages de réseaux sociaux sont animées plutôt par des agences, parce que vous le savez mieux que quiconque, c'est un métier et il faut être professionnel. Mais quand on ne peut pas, qu'on n'a pas les moyens, eh bien, tout ce que vous voyez sur la page Instagram Vivre Vert, c'est une jeune chef de produit qui le fait tous les jours, en plus de ses autres missions. Et si le mouvement Vivre Vert et si la marque Vivre Vert vous intéresse, allez voir le film publicitaire qui est sur YouTube. On n'a pas pu le passer à la télé pour le moment parce qu'on n'a pas assez de diffusion en magasin, mais le film est prêt. On l'a mis en ligne cet été parce qu'on s'est dit, bon, finalement, comme on l'a tourné, on l'a produit, autant le montrer. Ça vous montrera comment est-ce qu'on aborde justement cette transition alimentaire avec le fromage végétal Vivre Vert. Et avec humour, en effet. Avec un petit peu d'humour. Avec un petit peu d'humour. Bertrand, je te l'enverrai comme ça. Ouais, comme ça, mais je connais moi quand même. Mais oui, je sais. Mais non, mais comme mot de la fin, mais consommer responsable. Consommer responsable et posez-vous la question quand vous communiquez, est-ce que vraiment vous êtes en train de construire un monde différent, un monde décarboné, un monde dans lequel on comprend les saisons, un monde dans lequel en fait qui correspond bien à vos valeurs. Moi, je vois trop souvent d'exemples en fait de personnes qui font un job, ils font un métier en fait, et puis après dans la vraie vie, ils sont pas comme ça en fait. Et donc, il y a une genre de différence entre ce que je fais dans la vie. Par exemple, je consomme que de saison dans la vie, je consomme que des produits de saison. Et puis, en fait, au boulot, je fais de la communication pour des produits hors saison. Et ça ne me dérange pas. Ou bien, par exemple, j'achète que des produits chez Emmaüs, par exemple, que de la seconde main, etc. Puis, en fait, mon métier, c'est de vendre des vêtements neufs. Et donc, je pense que réconcilier les deux, c'est quand même pas mal. Donc, posez-vous à chaque fois la question de ce que vous, vos parents, enfin peut-être pas vos parents, peut-être vos enfants, etc., ce que vous consommeriez, vous auriez envie de communiquer, etc., pour voir si c'est bien, votre travail est bien en relation avec les valeurs qui sont autour de vous. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Et plus vous consommerez responsable, plus, en effet, on va changer la société. J'ai plus qu'à vous remercier parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était passionnant et je pense que ce qu'on peut retenir en tant que communicant, c'est qu'on peut changer l'entreprise dans laquelle on travaille avec des actions concrètes et en test and learn, parce que c'est un peu ce que vous avez raconté. Donc, merci beaucoup aux étudiants qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe Reboot qui, bénévolement, comme tout le monde ici, fait un boulot de dingue pour avoir mis autant de contenu et d'expérience et de témoignages
à disposition de tout le monde. Les vidéos resteront et seront partagées ensuite. Donc, à tous les trois, Khadija, Jérôme et Bertrand, merci pour votre temps et d'avoir sacrifié votre déjeuner. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.